Donc, pour revenir un peu sur la définition des régulateurs, donc la plupart des ouvrages consacrés à l'automatique comportent d'abondants développements mathématiques, donc on a besoin de beaucoup de mathématiques. Ces derniers sont indispensables pour bien étudier le comportement des asservissements et des régulations. Donc, comme vous savez, l'asservissement et la régulation, c'est la même chose. La seule différence, c'est que la régulation, l'entrée est constante. Pour l'asservissement, l'entrée peut être variable. Si vous voyez le schéma ici, nous avons RS, c'est le régulateur, FS, c'est le système à réguler, et HS, si vous voulez, c'est dans la boucle de retour. Donc, c'est, si vous voulez, le capteur de la sortie pour pouvoir la comparer avec l'entrée. D'accord? Pardon, je reviens un peu là. Donc, pour mettre en œuvre tous ces outils, il faut disposer de modèles mathématiques de processus à contrôler. Pour obtenir ce modèle, on peut partir des lois régissant les phénomènes physico-chimiques, notamment les lois de la chimie, de la thermique et de la mécanique, de l'hydraulique, de l'aérodynamique, de la mécanique du fluide, etc. C'est-à-dire que vous savez tous que chaque phénomène, chaque processus physique est régi par si vous voulez, par des lois, par des équations mathématiques, qu'on peut, c'est-à-dire, c'est l'équivalent, par exemple, de notre fonction de transfert. On a vu dans les derniers cours que chaque équation différentielle avait une fonction de transfert, si vous voulez, dans le domaine fréquentiel. Donc, dans le domaine temporel, on a l'équation différentielle. Dans le domaine fréquentiel, on a la fonction de transfert. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de calculs mathématiques pour pouvoir, si vous voulez, étudier le système. À partir de là, tout processus peut être décrit par la forme ensemble d'équations mathématiques, comme je viens de dire. En résolvant ces équations, il est alors possible de savoir comment va réagir le processus suite à une modification de ses entrées. C'est-à-dire, quand on a un système, en variant l'entrée, on va voir comment il se comporte à la sortie de ces entrées, ou l'arrivée, c'est-à-dire soit il y a l'entrée qui a changé, soit que les perturbations externes qu'on a vues la dernière fois dans le cours. Les perturbations qui affectent le système, comme par exemple le cas du chauffage d'une salle. Si vous ouvrez une fenêtre, il y a un courant d'air qui rentre, c'est-à-dire de l'air qui rentre frais, de l'air frais qui rentre. Donc ça, on peut considérer ça comme étant une perturbation. Une perturbation. Donc, si vous voulez, ça, c'est les définitions. Donc, on va aller directement vers les régulateurs pour calculer. Donc, pour calculer les paramètres du régulateur, d'autres techniques doivent être utilisées. D'accord? Donc, il existe plusieurs, toutes basées sur des essais expérimentaux. C'est-à-dire qu'on a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour calculer les paramètres des régulateurs, mais elles sont toutes basées sur des essais expérimentaux. C'est-à-dire on fait des essais et si vous voulez, on détermine, si vous voulez, les paramètres des régulateurs. On va voir ce que c'est les paramètres des régulateurs. Donc, un régulateur est le composant d'une chaîne de régulation ou d'asservissement. Une chaîne de régulation ou d'asservissement, comme vous voyez ici, ça c'est une chaîne de régulation ou d'asservissement. Tout dépend si l'entrée est variable ou bien l'entrée est constante. Donc la chaîne, c'est direct. Nous avons le régulateur, ensuite la fonction de transfert, si vous voulez, du système, le système. Et là, c'est la boucle de retour, c'est le capteur de Y, de la sortie pour pouvoir le comparer avec l'entrée. L'entrée désirée, bien sûr, avec l'entrée désirée. D'accord? Donc, un régulateur d'assainissement doit dans la grandeur d'entrée et la différence algébrique appelée écart. C'est-à-dire, l'entrée du régulateur, c'est celle-ci. C'est l'écart, c'est-à-dire c'est la différence entre l'entrée désirée et l'entrée et la sortie. Nous, si vous voulez, le but de notre régulation, c'est de faire suivre le Y de S. Le Y de S doit suivre l'évolution de l'entrée, c'est-à-dire il doit suivre l'entrée, parfaitement l'entrée.
Donc, tant que l'écart n'est pas égal à 0, le système travaille jusqu'à atteindre un écart égal à 0. Et là, on dira, si l'écart est égal à 0, on dira qu'on a atteint, si vous voulez, notre objectif. D'accord? C'est-à-dire que la sortie suive l'entrée parfaitement. L'écart, comme je viens de vous dire, c'est epsilon, dans le domaine temporel, bien sûr. Une grandeur contrôlée, c'est-à-dire l'écart, c'est entre une grandeur contrôlée, y de t, et une grandeur de consigne, x de t. C'est ça l'écart. L'écart, c'est x de t moins y de t. D'accord? Le PID reste de loin la technique de régulation la plus répandue. Qu'est-ce que ça veut dire le PID? Le PID, c'est le proportionnel intégral dérivateur. Donc, P, c'est proportionnel, et I, c'est intégral, et D, c'est dérivateur. Donc, les régulateurs en général, si vous voulez, c'est la combinaison de ces trois, si vous voulez, paramètres. C'est-à-dire, un régulateur, on combine entre le régulateur proportionnel, intégral et dérivateur. Donc, la combinaison de ces trois éléments nous donne, si vous voulez, un régulateur. Par exemple, le PID, on utilise les trois, c'est-à-dire le régulateur P, le régulateur E, et le régulateur intégral et le régulateur dérivateur. On peut utiliser uniquement le P tout seul, le régulateur proportionnel. On peut avoir un régulateur intégral, par exemple, un régulateur dérivateur. On peut avoir un régulateur proportionnel intégral, intégral dérivateur, et proportionnel dérivateur, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, en général, on utilise le PID pour les régulateurs et suivant l'utilisation, c'est à nous de déterminer, si vous voulez, de choisir l'un des régulateurs qui nous intéresse le plus. Donc PID, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai défini ici, c'est proportionnel, intégral et dérivateur. C'est ça le PID. Donc le PID, P c'est proportionnel, I c'est intégral et D c'est dérivateur. Donc, on va étudier action par action. Il y a l'action, parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, le PID, c'est-à-dire il y a trois actions ici de régulation, l'action proportionnelle, l'action intégrale et l'action dérivation. Donc là, on va étudier action par action. Donc l'action proportionnelle, la sortie S de T du régulateur proportionnel s'exprime par la relation suivante, c'est-à-dire S de T égale à Kp du facteur de proportionnalité fois epsilon de T. D'accord? Et c'est ça le I de S. Le I de S, si on revient vers le schéma ici, c'est-à-dire que le I de S, ici la sortie, c'est le RS fois epsilon de S. Mais maintenant, le RS, il peut être proportionnel, il peut être intégral, il peut être dérivateur, il peut être les deux à la fois, les trois, la combinaison des trois, si vous voulez, voilà, actions, la combinaison des trois actions. D'accord? Donc, si je prends le premier cas, on considère uniquement l'action proportionnelle, c'est-à-dire que le régulateur égal à Kp, c'est-à-dire R de S serait égal à uniquement Kp. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est-à-dire R de S égale à Kp. Voilà. Donc, dans le cas de l'action proportionnelle, on a R de S égale uniquement Kp. Donc S de T, si on veut, on revient ici au schéma, si vous voulez, S de T qui n'est plus ni moins que US de T, c'est le US, c'est RS fois epsilon, où RS égale à Kp, donc R est Kp fois epsilon de S. D'accord?
Donc, on vient ici. Donc, S de t, c'est Kp epsilon de t, qui est égal à U de t ici. I de t. I de t. D'accord? Voilà. Donc là, si on utilise uniquement l'action, si vous voulez, proportionnelle. L'action proportionnelle. C'est-à-dire que le régulateur est égal uniquement à l'action proportionnelle. Il y a l'action intégrale aussi. La deuxième, c'est l'action intégrale. Dans l'action intégrale, c'est-à-dire que S de t égale à Kp sur Ti intégrale de epsilon de t. On intègre l'epsilon de t. D'accord? Donc là, l'action intégrale, si vous voulez, c'est Rs. Là, ça sera intégrale de Kp sur Ti intégrale d'exponentielle. D'accord? Donc, c'est ça l'action intégrale. Pardon, ça c'est l'action intégrale. Donc là, c'est une intégration. C'est-à-dire la sortie, c'est une intégration de l'entrée. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'action intégrale. Il y a l'action dérivation, dérivée. Donc la sortie est égale Kp. Kp, c'est un coefficient de proportionnalité fois coefficient constante de temps de dérivation. Donc on dérive, si vous voulez, l'erreur, l'action dérivée. C'est-à-dire qu'on dérive l'entrée. L'entrée, dans le cas du régulateur proportionnel, on multiplie par une constante. Dans le cas d'un régulateur intégral, cette constante est intégrée, donc avec une constante d'intégration, bien sûr, et une constante de proportionnalité. Et si c'est une action dérivée, ça sera la dérivation. Donc, multiplié par une constante de proportionnalité et une constante de dérivation. Donc là, on obtient, si vous voulez, ça c'est l'intégrale, et ça c'est l'action dérivée. D'accord? Pardon. Donc voilà, dans le calcul des régulateurs, bon, on prend le cas d'un régulateur mixte, c'est-à-dire qu'on utilise les trois, si vous voulez, les trois actions. Donc il y a l'action proportionnelle, l'action intégrale et l'action dérivation. D'accord? S est la sortie, M c'est la valeur mesurée et C c'est la consigne. C'est-à-dire que là, si vous voulez M moins C, c'est la différence, si vous voulez X moins Y, si on veut dire. D'accord? Ou bien, dans ce cas-là, la valeur mesurée Y moins X. D'accord? Donc, S c'est la sortie, M c'est la mesure et C c'est la consigne. Je reviens ici en arrière, dans le schéma de tout à l'heure. Donc, la mesure, c'est la mesure de Y et la consigne, c'est X de S. D'accord? Donc, je reviens ici. Donc, S est la sortie, M c'est la mesure et C c'est la consigne. La fonction de transfert des différents régulateurs. Pour un régulateur, si vous voulez P, proportionnel, pour un régulateur proportionnel P, R de S égale à Kp. R de S égale à Kp. Donc, c'est ça, c'est le cas d'une action proportionnelle uniquement. Pour un régulateur proportionnel intégral, c'est-à-dire P fois I, P et I. On a le P et le I, proportionnel et intégral. Nous avons Kp égal à ça. Pour un régulateur proportionnel intégral dérivateur, c'est-à-dire les trois à la fois, le Rs est égal à Kp fois ça, fois, donc ça, Kp c'est proportionnel, ça c'est l'intégrale et ça c'est la dérivation. D'accord? Donc Kp, on l'appelle gain du régulateur de l'action proportionnelle, Ti, constante de temps de l'action intégrale, et Td, c'est la constante de temps de l'action dérivation. Donc je reviens un peu en arrière. Donc vous, si vous voulez, dans un système de régulation, je prends toujours ce schéma qui reste toujours valable pour n'importe quel type de régulation. Ce qui varie ici, c'est pour le système, c'est-à-dire que ces fonctions de transfert peuvent varier d'un système à un autre. Donc le régulateur, c'est celui-ci, c'est-à-dire R de S. Donc R de S, comme j'ai dit, il y a trois actions. Il y a l'action proportionnelle, l'action intégrale et l'action dérivation.
on choisit un régulateur quelconque, c'est-à-dire en combinant les trois actions. On peut prendre chaque action séparément, c'est-à-dire soit P, soit I, soit D. On peut prendre, par exemple, P et I, on peut prendre I et D, on peut prendre P et D, et ainsi de suite. Mais la plupart des temps, les meilleurs régulateurs, le meilleur, c'est le PID, les trois à la fois. Et le plus utilisé, si vous voulez, pour faciliter les calculs, c'est le PI, le proportionnel intégral. Donc, on peut utiliser, comme je vous ai dit, n'importe quelle combinaison qui nous donne, pourvu qu'elle nous donne un bon résultat à la sortie, c'est-à-dire que la sortie suit parfaitement l'entrée. Mais dans la plupart des cas, comme je viens de vous dire, on utilise ce qu'on appelle le régulateur PI, c'est-à-dire c'est le proportionnel intégral. Le proportionnel intégral. Donc, il suffit de déterminer ces paramètres, le proportionnel intégral, c'est-à-dire qu'il faut déterminer Kp et Ti dans le proportionnel intégral. Dans le PID, Kp, Ti et Td. Td, c'est une constante de Ti, T et Td, ce sont des constantes de temps d'intégration et de dérivation. Donc voilà, si vous voulez, là, si vous voulez, nous avons le RS dans le cas de proportionnel, de régulateur proportionnel, dans le cas de régulateur PI, c'est-à-dire là, j'ai donné le proportionnel seul, j'ai donné le PI et j'ai donné le PID. Dans le cas du PID, c'est celui-ci. Donc là, nous avons, on doit connaître Kp, Ti et Td. Et là, on a besoin de Kp et Ti. Pour le premier, uniquement Kp. Si vous voulez, le coefficient de proportionnalité. D'accord? Donc, pour ce faire, vous n'avez pas besoin, on vous demande pas de faire tous ces calculs-là, ou bien vous de connaître comment on doit faire ça et tout. Donc, les gens, il y a certains chercheurs qui ont travaillé pour nous, ils nous ont donné des tableaux, comment on calcule, si vous voulez, les coefficients, c'est les paramètres des régulateurs. Donc, comment on calcule? Il y a, dans un premier cas, la méthode de Ziegler et Nichols, calcul des paramètres des régulateurs. Donc, bon, là, vous pouvez lire, ça a été fait à peu près en 1942. Et donc, Ziegler et Nichols, donc ils ont donné, c'est-à-dire en boucle ouverte, c'est-à-dire 9 hypothèses a priori sur le comportement de la boucle, c'est-à-dire pour un régulateur PI mixte, les valeurs des gains du coefficient d'intégration proposés par les auteurs sont les suivants. D'accord? Donc là, vous pouvez, si vous voulez, lire un peu ce qui se passe dans le truc. Donc voilà. Dans le cas où on utilise un régulateur PI, nous avons le Kp est égal à 0 Tg sur Tu et Ti égale 3,T. Bon, mais là, vous allez voir que voilà le schéma qu'on nous donne. Si on veut que la sortie, par exemple, regardez bien ici. Le trait là, constant, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Le trait là, que je viens de. Si vous. Allô? Vous m'entendez? Allô? Donc, est-ce que vous voyez le curseur? Donc là, le trait là constant, la valeur constante ici, ça c'est, si on veut dire, c'est l'échelon, c'est l'entrée, l'échelon d'entrée. Et la courbe que vous voyez ici, c'est la courbe de réponse, c'est le Y de t. Donc vous voyez bien que ça démarre ici, ça monte, jusqu'à atteindre, si vous voulez, au régime permanent, elle va atteindre, si vous voulez, la valeur désirée, c'est-à-dire de la consigne. Donc voilà comment on calcule TU et TU. Si on veut, par exemple, une sortie qui ressemble à celle-ci, donc le TU, c'est ça, et le TG, c'est ça. Si vous voulez, ce point-là, ici, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. Est-ce que vous savez ce que veut dire un point d'inflexion? Allô? Le point d'inflexion, c'est quoi? Monsieur Samah? Monsieur Samah? C'est quoi le point d'inflexion? Le point d'inflexion.
Le point d'inflexion, c'est le point où la courbe change de sens. Vous voyez bien? C'est-à-dire là, ça monte comme ça. Après, ça commence à changer de sens. Et mathématiquement, comment on trouve le point d'inflexion? Normalement, vous connaissez ça. Pour une fonction donnée, le point d'inflexion, c'est quoi? C'est un point dans lequel la deuxième dérivée est nulle de la fonction. La deuxième dérivée de la fonction est nulle. Si vous avez une fonction f de x, donc la deuxième dérivée de f de x, f seconde de x égale à 0, ça vous donne l'abscisse du point d'inflexion. D'accord? Donc f de t égale à 0, la deuxième dérivée de f de t vous donne le temps, si vous voulez, l'abscisse pour laquelle correspond le point d'inflexion. D'accord? Donc là, à partir de là, vous dites par exemple, vous choisissez une solution sous cette forme-là. Et le TG, c'est ça. Et à partir de là, si vous voulez, vous calculez votre KP et votre TI. D'accord? Et là, bon, c'est des valeurs recommandées par Ziegler et Nicholson dans les trois cas. Si on utilise un régulateur P, le KP, on le calcule comme ça. TE, TG sur TU. Ici, c'est TU. Hein. Voilà, là. TG sur TU. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, KP, c'est TG sur TU. D'accord? Attendez. Non, non. Pour le cas d'un régulateur PI proportionnel intégral, vous avez KP, c'est 0,9 TG sur TU et TI 3,3 TU. C'est ça. Pour le cas de PID, nous avons 1,27 TG sur TU et TI égale à 2 TU et TD égale à 0,5 TU. D'accord? Voilà. Donc, suivons le choix. Si on veut utiliser un régulateur proportionnel, voilà comment on calcule le PI et nous avons le PID. Et le TU et le TG, voilà comment vous les trouvez par rapport à la réponse. D'accord? Si vous voulez une réponse comme ça, donc suivant les valeurs que vous choisissez pour TU et pour TG, vous les remplacez ici et vous aurez les paramètres du régulateur. On a la dernière fois, si vous vous rappelez, dans l'exercice, on avait travaillé avec un régulateur PI, pardon, et je vous avais donné, si vous voulez, les valeurs de KP et TI. Si on revient un peu en arrière dans l'exercice de la dernière fois, bien sûr, hein, je vous ai donné TI et KP. Si vous utilisez un PID, ce sera, voilà, la fonction de transfert. La fonction de transfert, ça sera celle-ci. Ça sera celle-ci, voilà. Si on utilise un PI, c'est celle-là la fonction de transfert. Si on utilise un PID, c'est celle-là. Et si on utilise un proportionnel, uniquement l'action proportionnelle, on a KP qui est comme ça. Et pour ces valeurs-là, on les calcule de la façon suivante. Ça, c'est Crank, c'est Ziegler et Nicholson. Il y a une autre méthode, ce qu'on appelle la méthode de chien. Ron-Sereswick, méthode de chien, c'est un nom chinois. Il nous donne ici, si vous voulez, le calcul de KP, et ainsi de suite. Donc, le premier cas, quand on a un régulateur proportionnel. Quand on a un régulateur proportionnel, le KP est égal à 0,3 TG sur TU. Dans le cas, comportement apériodique. C'est-à-dire apériodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépassement. C'est-à-dire un comportement apériodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ondulation. Il n'y a pas d'ondulation comme celui-ci. Ça, c'est apériodique. Donc, dans le cas où on a
à 20% de dépassement. C'est-à-dire que ça veut dire dépassement, c'est-à-dire que la valeur ici, regardez bien, la valeur ici, elle peut monter, dépasser la valeur de la consigne, puis redescendre. Ou bien elle va osciller autour de cette valeur, donc on a des ondulations. C'est ce qu'on appelle apériodique. Et là, on utilise cette relation. Maintenant, pour le PI, c'est ça, pour les deux cas. Pour le PID, c'est ça. Donc voilà les deux techniques qu'on utilise pour le calcul des coefficients, des paramètres du régulateur. Parce que les régulateurs, quand on a un système de régulation, je reviens un peu en arrière dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, pardon. Donc c'est toujours comme ça, mais le R de S, il peut être, c'est-à-dire utilisé comme un régulateur proportionnel, proportionnel intégral, proportionnel intégral dérivateur, ça dépend de ce qu'on a utilisé comme régulateur. C'est la combinaison des trois actions, proportionnel, intégral et dérivateur. Donc, en général, on parle de proportionnel ou bien de PI ou bien de PID. Et comme je vous ai dit, dans la plupart des cas, on utilise des régulateurs PI. D'accord? On utilise des régulateurs PI. Donc, pour votre cas, vous n'avez pas besoin de rentrer trop dans les détails. Ce que vous devez savoir, c'est que vous utilisez un régulateur donné, soit proportionnel, soit intégral, soit proportionnel intégral, soit PID, soit proportionnel intégral dérivateur. Une fois que vous optez pour un type de régulateur, voilà comment vous calculez vos paramètres. C'est-à-dire dans un cas pratique. Par exemple, vous voulez réguler la température d'une salle, ou bien vous voulez réguler, si vous voulez, le débit d'une conduite quelconque, ou bien, je ne sais pas moi, une pression, la pression dans une conduite, vous régulez la pression, parce qu'en général, on veut régler la pression dans la conduite. Donc, ça dépend de ce que vous allez faire. Donc, voilà, grosso modo, comment on calcule les régulateurs. Donc, voilà, comme je viens de le dire, il y a trois actions importantes. C'est l'action proportionnelle, intégrale et l'action intégrale et l'action dérivation. La combinaison de ces trois actions nous donne le régulateur considéré. Donc, on peut prendre P, PI et PID. Ça, c'est dans la technique ou bien la méthode, si vous voulez, de Ziegler-Nichols. Ici, on utilise la méthode de chien. On a, si vous voulez, malheureusement, chez nous, chien, c'est autre chose. Mais chien, là, c'est un nom chinois, chien Hernens et Reswick. Donc, ils nous ont donné, si vous voulez, ces calculs-là que vous avez devant vous. Là, c'est dans le cas d'un comportement apériodique, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépassement et la courbe évolue normalement jusqu'à atteindre, si vous voulez, le régime permanent. Le comportement apériodique, quand il y a un dépassement, des oscillations et ainsi de suite. Voilà. Donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on calcule, si vous voulez, les régulateurs. Donc, vous pouvez revoir ça par la suite. Et là, on va essayer de faire un exercice, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, soit un système asservi à retour unitaire dont la fonction de transfert en boucle ouverte nous donne G de S, c'est celle-ci. Ils auraient pu nous donner, s'il vous plaît, ils auraient pu nous donner une équation différentielle temporelle. Et c'est à nous de chercher le G de S, la fonction de transfert. On a déjà vu comment on le fait. On a fait ce calcul-là plusieurs fois, ce passage si vous voulez, de l'équation différentielle vers la fonction de transfert. Et là, il nous donne un système si vous voulez, de régulation qui est le suivant, sous cette forme-là, en boucle fermée. Il nous demande de donner T de S qui est égal à Y de S et X de S. Donc, T de S, on demande ça. Ensuite, quelle est la valeur de la sortie au régime permanent pour une entrée échelon? Ensuite, il nous demande de calculer l'erreur de position de deux manières différentes. Pour quelle valeur de K, bien sûr, pardon. Pour quelle valeur de K la sortie est idéale? Et après, ils nous disent, on utilise un régulateur PI. Un régulateur PI, c'est-à-dire proportionnel intégral qui a. Bon, cette fonction de transfert, vous voyez, on peut l'écrire comme ça, comme on peut l'écrire comme ça. Si je reviens un peu en arrière, au cours de tout à l'heure, regardez ce que je vous ai donné. Voilà, pardon. Voilà.
Si vous prenez ça, c'est la même chose que ça. Que ça. D'accord? Donc, on peut l'écrire sous cette forme-là si on fait sortir le KI. Ou bien, on réduit au même dénominateur et on obtient ça. D'accord? Donc là, si on réduit ça au même dénominateur, on va obtenir ça. Donc, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure pour le PI. Si c'était un KP, ça serait ça. Si c'était un PID, ça serait ça. Donc, ça, c'est pour un proportionnel. Et ça, c'est un PID. Et là, c'est pour un PI. Donc, c'est ça, le PI. Donc, je reviens vers l'exercice. Et là, on vous donne KP et TI pour ce cas. Il nous demande de calculer l'erreur de position au régime permanent ainsi que la valeur de la sortie au régime permanent pour une entrée x de t égale u de t. U de t, c'est un échelon unitaire. Hein? On a parlé de ça déjà. Voilà, u de t, c'est un échelon unitaire. C'est-à-dire u de t égale à 1 et u de s égale à 1 sur s. Après, ils nous disent pour quelle valeur de k la sortie est idéale. Donc, on a vu déjà des exercices de ce genre-là. Donc, je vous demande de commencer à le faire. Allô? Allô? Monsieur Semah? Monsieur Aïssa Bacha? Oui, monsieur. Oui, à l'instant. Aïssa Bacha, c'est ça, c'est le nom. Non, monsieur, c'est Mohamed El Hadj. Hein? Mohamed El Hadj, monsieur. Mohamed El Hadj, c'est votre nom. Oui. Et le prénom? Myriam. Myriam, d'accord. Oui. Et là, Aïssa Bacha, c'est qui? Mademoiselle Bekir, vous êtes là? Oui, monsieur. Mademoiselle, Monsieur Chergui, Oui, monsieur. Monsieur Hafsa, أنا شيخ وين مسيو؟ Halimi, Mounir, Mendeli, c'est ça? Mounir, Oui, monsieur, je suis là. votre nom, c'est comment? Halimi. Là, moi, je parle de Mounir Bendali. Ah, d'accord. Amour, je ne sais pas quoi. C'est mon nom, Bendali Ammar. Ah, Bendali Amour. Et Mounir, c'est quoi ça? C'est mon prénom. Pourquoi vous créez des trucs comme ça? Faites ce que vous voulez pour vos trucs, mais pour le cours, il vaut mieux donner le nom, prénom que vous avez directement, c'est mieux. Il y a certains ici, j'arrive même pas à connaître leur nom. وهذا نصر الدين شكون نصر الدين هذا؟ Oui, monsieur. C'est quel nom? Boukertas. Hein? Boukertas. Boukertas, d'accord. Monsieur Boukertas, d'accord. Donc, je vous demande d'essayer de faire l'exercice. Je m'adresse à tout le monde. Hein? Essayez de faire l'exercice. Allô? Donc, le calcul de, si vous voulez, de TS. Donc, moi, je l'ai fait pour vous ici. Donc, comme d'habitude, on prend le schéma, on écrit que vaut YS. C'est quoi YS? YS, c'est quoi? Hein? YS, c'est Y dans la chaîne directe, c'est G de S fois Y de S. C'est ça. Et Y de S, c'est quoi? Cette différence-là. C'est X de S moins K fois Y de S. À partir de ces deux-là, on remplace epsilon de S, si vous voulez, ici. Donc, on obtient, si vous voulez, après tout calcul, pardon. Y de S égale à J de S fois X de S moins KY de S. Donc, en faisant, si vous voulez,
sortir le y à gauche et le x à droite, on obtient, si vous voulez, y de s facteur de 1 plus kg de s égale à g de s fois x de s. Et de là, nous avons y de s égale à ça. Donc, la fonction t de s, c'est celle-ci. Pardon, là, calcul de l'erreur, là, on va le mettre ici. Voilà. Donc, à partir de là, regardez. De là, en remplaçant y de s ici, on obtient ça. Et en calculant ici, en tripotant, si vous voulez, cette équation-là, en ramenant les y à gauche et les x à droite, on obtient, si vous voulez, y de s. Et la fonction de transfert t de s qui est égale à x, y de s et x de s, ça sera celle-ci. Est-ce que c'est clair? Allô? Allô? Monsieur Chirgui? Mademoiselle Bekir? Aïssa Bacha? On vous entend, monsieur. En haut, qu'est-ce qu'il nous demande? L'exercice. On a trouvé, si vous voulez, t de s. Quelle est la valeur de la sortie au régime permanent? Quand l'entrée comme la valeur de y final. La formule, on l'a vu déjà, c'est y final, c'est limite de t tend vers l'infini de y de t. Ou bien limite de s tend vers 0 de s y de s. On vient ici, le y de s à c'est ça. On peut le tirer à partir de là, c'est la même chose. Donc, limite de s, g de s, x de s sur 1 plus k, g de s. G de s, ils nous l'ont donné. Donc, on le remplace, si vous voulez. Voilà, le g de s, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là. Pardon. Pardon. Donc, voilà. Le g de s, il est là. X de s, c'est 1 sur s. Le s de la formule est 1 plus k, g de s. Donc, en remplaçant le s par 0, d'abord le s avec le s, 1 sur s, ça s'en va. Donc, on aura en haut 10 sur, ici c'est 1, et là c'est 5 au cube. 5 au cube, c'est 125. Donc, ça sera 10 sur 125, et là, on aura 1 plus 10k sur 125. Donc, en réduisant même le dénominateur, on obtient, si vous voulez, la valeur suivante. D'accord? Est-ce que c'est clair? Allô? Allô? Oui, monsieur. C'est clair? Oui, Vous ça va. m'entendez? Oui. D'accord. Donc, on remplace ici le G de S. Ensuite, on calcule la limite. Mais le S que vous voyez ici, avec le 1 sur S, ça s'en va. Donc, il y aura uniquement ça, c'est du milieu. Et pour S égale à 0, on obtient ça, si vous voulez. Après réduction, c'est-à-dire après tout calcul fait. Après, il nous demande de calculer, si vous voulez, le y de S de deux manières différentes. La première, on utilise la formule, si vous voulez, cette formule-là. La formule, c'est-à-dire que je reviens un peu en avant. Pardon. Ici, le calcul de l'erreur, on a calculé l'expression d'erreur, elle s'écrit toujours comme ça. Donc, cette expression-là, on l'utilise pour le calcul de l'erreur. Donc, epsilon de S égale ça. Donc, epsilon final, la valeur finale, c'est limite de t tend vers l'infini d'epsilon de t est égal à limite de s epsilon tend vers 0 de s epsilon de s fois ça. Donc, ça sera s fois 1 sur s et x de s et 1 plus g de s. Après tout calcul fait ici, on obtient l'erreur, c'est 125 sur 125 plus 10k. D'accord? On a, voilà l'erreur. Donc, on a trouvé l'erreur avec une première façon.
c'est-à-dire en calculant directement, en utilisant la formule du calcul d'erreur. On peut calculer l'erreur autrement quand on a y de t, donc la valeur de y finale. Vous savez que epsilon de s, c'est x de s moins k y de s. Et ça, on l'obtient à partir de la formule ici. Epsilon de s, c'est x de s moins k y de s. D'accord? Donc, epsilon de t égale x de t moins k y de t, parce que là, on est passé du domaine fréquentiel vers le domaine temporel. Donc, epsilon de p, la valeur finale, c'est x qui est égal à x de t, c'est l'échelon 1, moins k, y final. Donc, y final, on l'avait calculé tout à l'heure. Donc, 1 moins ça vous donne ça. Et vous remarquez que cette valeur-là, cette expression-là, et celle-ci, ces deux-là sont les mêmes. Donc, on a calculé, si vous voulez, l'erreur de position de deux manières différentes et on a obtenu le même résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Pour quelle valeur de k la sortie est idéale? Je reviens un peu en arrière, je reviens vers là. La sortie est idéale, c'est quand l'erreur est égale à 0. C'est ça, la sortie est idéale, c'est quand l'erreur est égale à 0. Donc, pour quelle valeur de k l'erreur est égale à 0? Donc là, ça c'est clair, c'est pour k très grand, c'est-à-dire k tend vers l'infini. Si k tend vers l'infini, cette erreur-là va tendre vers 0. Donc, pour un k très grand, nous avons, si vous voulez, un bon système, parce que l'erreur va tendre vers 0. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? On a trouvé, si vous voulez, ça, la valeur de k qui correspond à la sortie idéale. Mais là, quel que soit, si vous voulez, si je reviens ici au résultat, l'erreur c'est 125 plus 10 k. Donc, pour des cas faibles et tout, nous allons obtenir quand même quelques erreurs, c'est-à-dire une valeur de l'erreur. Si vous prenez k égale à 1, vous aurez 125 sur 135. Donc, vous aurez, si vous voulez, une valeur pour k égale à 2, pour k égale à 3, et ainsi de suite. Donc, on a toujours une petite erreur. Et pour éliminer cette erreur-là, on utilise un régulateur. Le rôle du régulateur, c'est de réguler la valeur pour qu'elle suive parfaitement l'entrée. Donc, si vous voulez, on utilise ici, dans ce cas, il nous demande d'utiliser un régulateur PI. Il nous donne le KP et le TI. Donc, je viens ici, la 5e question. Pardon. Donc, on va utiliser un régulateur parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de S, il n'y avait pas de régulateur. On le met à l'entrée du système. On recalcule ça, la fonction de transfert. Bon, ça sera la même chose. La seule différence, c'est qu'on aura toujours, à la place de G de S, c'est G de S fois R de S. Donc, vous remarquez que G de S fois R de S, et là, c'est G de S fois R de S. Donc, on vient ici, Y de S égale à Y de S fois le produit, parce que c'est normal, c'est ça. Y de S égale à G de S fois R de S fois R de S fois Y de S, c'est ça. Et Y de S, c'est ça. En combinant, en remplaçant epsilon de S ici, on obtient ça et à la fin, on a Y de S et T de S. Une fois qu'on a T de S, on nous demande de calculer l'erreur. L'erreur, c'est comme d'habitude, c'est la limite de S tend vers 0 de S epsilon de S, donc c'est epsilon de P égale limite de S tend vers 0 de S epsilon de S. Epsilon de S, c'est quoi? C'est X de S, donc c'est 1 sur S sur 1 plus K R de S. K R de S fois G de S. Voilà G de S. Le R de S, on le calcule en utilisant la formule de tout à l'heure, celle-ci. Voilà. On remplace Kp par 1 et Ti par 3. Donc, on obtient, si vous voulez, ça. Où est-ce qu'elle est? Pardon. Voilà. R de S égale à 1 plus 3S sur 3. Et je le remplace ici. Je le mets à la place de R de S. Et je calcule la limite. Le S avec le S, ça s'en va. Donc, ça sera 1 en haut. 1 plus, regardez bien. Là, quand c'est 0 et 0. Donc, ça sera 10 sur 125. Et là, ça sera 1 plus 0, donc 1 sur 3S sur 3 fois 0 sur 0. Donc, 1 sur 0, ça vous donne 1 sur 0, ça vous donne l'infini. Donc, 1 plus l'infini, ça sera l'infini.
Et 1 sur l'infini, ça donne 0. Donc, l'erreur de position va tendre vers 0. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ah, allô? Allô? Voilà, vous dormez ou là? Monsieur Samah, Oui, monsieur. comme tu m'as معاك. donc l'erreur est égale à 0. نعم يا monsieur. Et après, qu'est-ce qu'il nous demande dans l'exercice? Il nous demande, on a trouvé l'erreur, ainsi que la valeur de la sortie au régime permanent. C'est-à-dire, il faut calculer la sortie Y. Donc voilà, la sortie Y. Calculer la valeur de la sortie au régime permanent. Donc on utilise la formule de tout à l'heure. Epsilon de S c'est XS moins KY de S. Donc KY de S égale à XX moins Y. Donc Y de S égale à X de S moins Y de S sur K. Donc Y final, dans le domaine temporel, ça sera X de T, c'est quand T tend vers l'infini, c'est 1, moins l'erreur finale, moins 0, sur K, donc 1 sur K. Donc la sortie est idéale quand Y final est égal à 1. Donc quand est-ce que Y final est égal à 1? C'est quand K égale à 1. Quand on a K égale à 1, on obtient, si vous voulez, Y final est égal à 1. Et c'est le but, parce que l'échelon est égal à 1. On veut que Y tend vers X. Donc si le Y tend vers X, donc ça veut dire que X, l'échelon c'est 1. Donc le Y va être égal à 1. Voilà. C'est ça la question. Bon, on a trouvé, si vous voulez, Y. Ils nous disent pour quelle valeur de K la sortie est idéale. Voilà. La valeur de K. Monsieur, Oui, qu'est-ce qu'on peut dire lorsque y égale à 1? On dit que la sortie était idéale, c'est ça? bien sûr, parce que regardez, l'entrée c'est X. X est un échelon unitaire. Ça veut dire X de T égale à 1, quel que soit T. D'accord? Si la sortie tend vers 1, on dit que la sortie est idéale. C'est-à-dire qu'elle a suivi, si vous voulez, l'entrée. D'accord. Parce que le but de l'exercice, de la régulation, c'est ça. Si on revient vers le schéma initial, le but de tout ça, c'est d'avoir un Y qui va suivre le X de T. Le X. C'est-à-dire là, on est dans le domaine fréquentiel. Si on est dans le domaine temporel, il faut que le Y de T suive le X de T. Et pour qu'il le suive, il faut que le T soit égal à 0. Parce que c'est ça la différence. Epsilon de S, c'est la différence entre le X et la valeur de Y mesurée. Donc la valeur mesurée, si la différence est égale à 0, on dit que le Y suive parfaitement, la sortie suive parfaitement l'entrée. C'est ça ce qu'on veut. Dans un cas, par exemple, pratique, vous avez un chauffage. Vous marquez, votre consigne, c'est quoi? Vous dites, par exemple, on veut 20 degrés. Si, au bout d'un certain temps, vous allez mesurer dans toute la chambre ou bien dans tous les endroits de la salle, vous allez trouver que vous avez 20 degrés, ça veut dire que vous avez réglé votre chauffage et votre température de sortie suit parfaitement la consigne, n'est-ce pas? Chez vous à la maison, vous avez un chauffage. Comment vous réglez la température? Vous prenez une position, on est là. Vous avez un bouton, vous tournez, vous cherchez, vous prenez une position. Et cette position correspond à une température donnée. Et au bout d'un certain temps, une fois que la température est atteinte, vous remarquez que votre chauffage s'éteint, n'est-ce pas? Il n'y a que la veilleuse qui reste allumée. Allô, mademoiselle? Oui, je vous entends. Est-ce que vous avez un chauffage à la maison? Oui, Comment vous faites pour régler la température? Vous prenez une position avec le bouton, c'est ça? oui, Et vous remarquez que de temps en temps, votre chauffage il s'éteint. oui. Il n'y a que la veilleuse qui s'allume. Ça veut dire que vous avez atteint votre température désirée. Dès que ça descend, le chauffage il redémarre pour chauffer. Parce que ça a descendu. D'accord? Dans le cadre de chauffage. Pour la climatisation, c'est la même chose. Vous réglez une température. Dès que vous l'atteignez, le climatiseur il s'arrête. N'est-ce pas? Oui. Et dès que la température augmente encore, le climatiseur commence à fonctionner pour faire baisser cette température. Ça, si vous voulez, c'est un fonctionnement économique. Économique et précis. C'est mieux que de ne pas mettre ça du tout. Et vous allez le mettre en marche. Il va marcher, il va marcher. La température, si c'est une température, c'est un chauffage, la température ne fait qu'augmenter.
Ici, c'est un climatiseur, elle ne fait que descendre, mais elle n'atteint jamais une valeur fixe. Donc, nous, on veut que partout dans la salle, on a la même température, c'est ça. Une température qui est supportable. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on règle les températures dans les climatisations ou bien dans les chauffages. Vous êtes dans un hôtel, vous devez utiliser un système qui va de telle façon que chacun dans sa chambre peut régler sa température. D'accord? Mais si vous avez des chauffages ou bien des climatiseurs qui pourvus de régulateurs, c'est-à-dire qui n'ont pas de régulateur, vous ne pouvez pas régler la température comme vous voulez. N'est-ce pas? Allô? Oui, monsieur, merci. D'accord. Donc, là, dans ce cas-là, initialement, le schéma que vous voyez devant vous, ça c'est sans régulateur. Et une fois qu'on met le régulateur, ça sera le schéma suivant. Le prochain schéma, c'est celui-là. Donc, vous voyez que l'effet du régulateur, il essaie de minimiser l'erreur. Il a fait tendre vers zéro. Bon, ça c'est théorique, tendre vers zéro. En pratique, elle devient très faible. Elle peut être égale à zéro ou bien très faible. D'accord? Parce qu'il se pourrait que dans certains cas, on ne trouve pas zéro, mais on trouve une valeur très faible. C'est pour ça qu'on a une certaine tolérance. On peut tolérer une erreur jusqu'à 5%. 5% de la valeur. D'accord? C'est-à-dire, si on veut atteindre 100 degrés, si on est à 95 degrés, on dit c'est bien. 95 au lieu de 100, il y a une erreur de 5 degrés, c'est pas grave. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je m'adresse à tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Généralement, il n'y a pas de questions. Vous me dites c'est clair ou là, je ne comprends pas si vraiment vous êtes en train de comprendre ou là. Dites-moi la vérité.